Bonjour et bienvenue dans notre série 500 nations. Avant même l'implantation des colonies dans l'Est, les conquérants européens du Nouveau Monde ont commencé à pousser vers l'Ouest, testant les frontières de leur nouvelle terre promise. Ils y ont découvert la prospérité des nations indiennes et l'abondance de leurs ressources naturelles. Les superbes fourrures, les peaux de daim à profusion. De leur côté, les Indiens ont découvert que les objets que les Européens leur offraient facilitaient la vie. Haches en métal, couteaux, bouilloires en cuivre et armes. Et pendant un temps, cet arrangement simple a fonctionné. Mais très vite, l'Amérique du Nord est devenue pour les Européens une proie irrésistible. Ils ont envoyé des armées pour prendre le contrôle des ressources, comme on se bat aujourd'hui pour le pétrole. Nous allons nous rendre maintenant au cœur d'une terre, d'un continent dans la tourmente. Voici le 5e épisode de 500 nations, un continent à feu et à sang. La première fois que l'homme blanc est arrivé ici, il a vu que nos fourrures avaient de la valeur. Et il a montré à nos ancêtres beaucoup d'objets qu'il avait apportés et qui étaient très tentants. L'homme blanc a dit: « Voulez-vous échanger ces peaux contre mes marchandises ?» Nos ancêtres ont répondu: « Nous achèterons vos marchandises et vous achèterez nos fourrures. » Les Blancs n'ont rien proposé de plus et nos ancêtres n'ont rien concédé d'autre. Peau de chat, Ojibwe. Au XVIIe siècle, des pelletiers anglais et français font des incursions profondes en Amérique du Nord, où les Indiens chassent le castor, le wison, le renard et d'autres animaux à fourrure. Pour les nations indiennes du Nord, le commerce avec les Européens n'est que le prolongement d'un cycle saisonnier qui se répète depuis des siècles. L'hiver est l'époque traditionnelle où les villageois se dispersent en petits groupes pour chasser et poser des pièges. Le printemps est le moment où ils se retrouvent et reprennent leur vie communautaire. Les chasseurs, revenus avec leur butin d'hiver, apprécient le commerce. Au début, les Blancs respectent ce rythme. Et leurs somptueuses et exotiques fourrures placent les négociants indiens en position de force. Mon hôte, un chef montagnais, dit un jour en plaisantant: « Le castor fait très bien les choses. Il fait des bouilloires, des hachettes, des couteaux, du pain. Bref, il fait tout. » Il se moquait de nous, les Européens, et de notre engouement pour la peau de cet animal. Nicolas Denis, pelletier. Le commerce des fourrures devient le pivot de l'économie européenne. Du castor, on tire le feutre. Et lorsque celui-ci devient à la mode en Europe, le commerce avec l'Amérique du Nord connaît un boom. Il semblait que la manière de faire des Européens était de rivaliser entre eux, à celui qui en aurait le plus. Notre peuple n'avait pas été comme ça vis-à-vis d'autres nations, avant les Européens. Mais ils ont vite compris qu'ils pourraient devenir riches ainsi. L'accroissement de la demande et des prix transforme le négoce de fourrure et, par ricochet, la structure même des nations indiennes. Beaucoup trouvent le commerce plus lucratif que leurs anciennes activités traditionnelles. Prenez n'importe quelle tribu primitive et montrez-lui quelque chose qui va lui faciliter la vie. Elle va l'adopter. Toujours la solution de facilité. Mais en choisissant la facilité, on perd sa culture, car ça n'est pas toujours facile de maintenir sa culture. Les jeunes hommes abandonnent leur rôle traditionnel pour chasser à grande échelle afin d'acquérir des biens que seul le commerce permet de se procurer. Les nations agricoles délaissent la terre, les champs sont en jachère et on ne fait plus qu'échanger la fourrure contre la nourriture apportée par les négociants européens. Les anciennes valeurs culturelles et spirituelles sont mises à mal.
à mesure que la chasse commerciale transforme la relation entre les Indiens, la terre et les bêtes. Même les marchands européens notent ce changement. Avant, ils ne tuaient les animaux qu'en fonction de leurs besoins. Ils n'accumulaient jamais les peaux d'élan, de loutre ou de castor au-delà du nécessaire pour leurs besoins propres. En quelques décennies, les espèces animales de régions entières sont totalement anéanties. Auparavant, personne ne nous donnait envie de gaspiller nos animaux, comme nous l'avons fait après l'arrivée des Blancs sur cette île. Des nations autrefois paisibles deviennent concurrentes, voire ennemies, lorsque les chasseurs commencent à se disputer les terrains de chasse. Les temps ont terriblement changé. Tout est sans dessus-dessous, surtout à cause des Blancs. Jadis, nos ancêtres vivaient en paix, dans l'amour et l'harmonie, et avaient de tout en abondance. Mais ce n'est hélas plus le cas. Nos poissons, notre gibier, nos oiseaux ont complètement disparu. Ariquabuquit Mohegan. Les valeurs traditionnelles sont de plus gangrénées par le pire fléau que le commerce ait apporté, l'alcool. Comme le note un marchand anglais. Pour les Indiens, boire, c'est s'enivrer. Les femmes enlèvent des maisons tout ce avec quoi ils pourraient se blesser et l'emportent dans les bois où elles se cachent avec leurs enfants. Ensuite, les hommes prennent du bon temps, se battent, se blessent et s'entretuent. L'alcool détruit peu à peu le tissu social de chaque nation indienne. Rien qu'en 1803, 100 000 litres de rhum sont ingurgités. De quoi devons-nous délibérer? Tout simplement de ceci. Serons-nous ou ne serons-nous pas un peuple? Le tyran n'est pas de chez nous, c'est ce liquide malfaisant que nos soi-disant amis blancs ont habilement amené et dont ils nous abreuvent abondamment. Un Indien Creek. Le commerce apporte aussi un ennemi mortel passé inaperçu jusqu'au XXe siècle. Les nations indiennes avaient une longue tradition de peinture et appréciaient tout particulièrement l'ocre rouge. Lorsque les marchands européens introduisent le rouge brillant vermillon, les Indiens l'utilisent très vite pour se décorer le visage et le corps. Mais cette peinture contient du plomb et du mercure, des poisons cachés, qui en ont tué sans doute des milliers. C'était ça, l'accord passé par mes ancêtres avec le blanc. Ils ont chassé pour lui. Mais en quelques années, le gibier s'est fait rare. Et les avantages que nous retirons de cet accord sont les suivants. Je ne coupe plus le bois avec une pierre, mais avec une hache. Je ne porte plus mes chauds vêtements d'autrefois, mais ceux qui viennent depuis l'autre côté de la Grande Eau. Au lieu de manger à ma faim, j'ai toujours le ventre vide. Et au lieu d'être sobres, les Indiens sont ivres. Sur la côte atlantique sud, une petite nation indienne va prendre elle-même en main son destin économique. En 1670, les Anglais fondent Charleston, sur le territoire des Sioux, ou insulaires. Cette ville s'affirme assez vite comme le cœur économique des colonies du Sud, grâce au commerce des peaux de daim avec les Sioux et les nations voisines. À la fin des années 1600, avec la fondation de la ville de Charleston, toute l'économie tourne autour du commerce indien.
Les hommes qui vivent le long de Goose Creek deviennent de grands négociants qui vont dans l'intérieur commercer avec les Indiens, leur proposant des produits manufacturés et des perles contre des peaux de daim destinés à toutes sortes d'usages. Mais la prospérité des marchands de Charleston ne s'étend pas à leurs fournisseurs indiens, qui n'obtiennent en général que 5% de ce que payent les acheteurs européens. Et les Sioux veulent être traités avec équité. Un observateur anglais note: Voyant que les navires arrivaient toujours au même endroit, ils se sont persuadés que c'était la route directe pour l'Angleterre. Et il arrivait tant de bateaux que cette dernière ne pouvait être bien loin. John Lawson, contrôleur général. Les Sioux se disaient qu'en ramant jusqu'à l'endroit où l'on voyait apparaître les bateaux, ils arriveraient en Angleterre. Et que là-bas, ils pourraient traiter directement et supprimer les coûteux intermédiaires. Ils préparent leur voyage dans le plus grand secret. Ils décidèrent sur le champ d'agrandir leur flotte en construisant plus de canoës, de meilleure qualité et plus grands, adaptés à leur prochaine découverte. Certains furent affectés à leur construction, d'autres à la chasse. Chacun s'activait en fonction de ses capacités. Tous les efforts visant à obtenir un chargement adapté à l'Europe. John Lawson, contrôleur général. Après des mois de préparatifs, les canoës sont remplis de peaux, de fourrures et des biens les plus précieux de la nation Sioux. Tous les hommes et femmes valides embarquent dans les canoës, qui se lancent dans le ressac, laissant derrière eux seulement les enfants, les malades et les très vieux. La nation Sioux tout entière vogue sur l'océan. Mais une fois au large, la tentative tourne à la catastrophe. Un ouragan se lève et des vagues immenses engloutissent les canoës. Ceux qui ont la force de survivre ne sont guère plus chanceux. Ils sont recueillis par un négrier anglais et vendus aux enchères comme esclaves aux Antilles. En un instant, la nation Sioux a cessé d'exister. Son peuple est devenu une marchandise. Et ils ne sont pas les seuls. Avec les peaux de daim et le rhum, les esclaves indiens constituent la base de l'économie coloniale du Sud. À Charleston, le commerce des esclaves a en fait commencé avec la vente des Indiens. Et tout ce qui s'est passé plus tard avec les Afro-Américains avait déjà eu lieu au XVIIe et XVIIIe siècle avec les Indiens. Ils étaient exposés sur les marchés et vendus aux enchères. Beaucoup sont exploités sur place ou envoyés en Nouvelle-Angleterre. La plupart sont expédiés à la Barbade, aux Bahamas ou à la Jamaïque, pour couper la canne à sucre dans les plantations. Une vie brutale et brève. Comme les Indiens ne résistent pas à la violence, à la maladie et à la dureté du travail, on importe à leur place des esclaves d'Afrique. Africains et Indiens étaient traités comme des animaux. L'Église avait certes reconnu que les Indiens étaient des êtres humains, mais la plupart des colons ne voyaient pas en eux des hommes. Ils les traitaient comme des chevaux sauvages ou des vaches. Ils les marquaient au fer, les faisaient marcher en longues files, enchaînés les uns aux autres, et ils les vendaient. On vendait un Indien aux enchères comme des vaches, des chevaux ou des mules. Jusqu'en 1730, un quart des esclaves de certaines colonies du Sud sont encore des Indiens. Ils ont pris une partie de ma tribu et les ont vendus aux Espagnols des Bermudes. Mais je parlerai. Et puisse ma voix résonner comme le tonnerre et être entendue très loin, jusqu'aux confins de la terre.
Celui qui défend l'esclavage est pire qu'une bête sauvage. Et celui qui ne s'élève pas contre ces vils principes est un lâche et n'est pas digne d'être appelé un homme. William Apes, Pécotte. Vous autres Anglais et Français êtes comme les deux lames d'une paire de ciseaux. Et nous sommes le morceau d'étoffe qu'ils découpent. Indien Ottawa. Au milieu du XVIIIe siècle, à l'Est, les nations indiennes de l'intérieur sont entourées par des puissances européennes. L'Espagne contrôle la Floride, les Anglais avancent depuis la côte Est et les Français conquièrent la région des Grands Lacs et le bassin du Mississippi. Avec son juteux commerce de fourrure et ses terres d'une rare fertilité, l'Amérique du Nord apparaît aux Européens comme une véritable proie. Pour s'en emparer, Français et Anglais établissent des avant-postes militaires pour soutenir le commerce et appuyer leurs prétentions territoriales. Des notions telles que clôture ou propriété de la terre nous étaient tellement étrangères qu'on ne les comprenait pas. C'était comme découper le sein de notre mère, comme morceler la terre et l'air en parcelles individuelles. En 1754, la France et l'Angleterre s'affrontent pour le contrôle du continent américain. Pour l'Europe, ce conflit n'est qu'une lointaine partie d'échecs, ayant pour enjeu la terre, le pouvoir et le commerce, et dans laquelle les Indiens font office de pions. Mais en Amérique, les nations indiennes voient leur patrie transformée en champ de bataille. Pourquoi ne vous battez-vous pas avec les Français dans le Vieux Monde ou sur mer? Pourquoi venez-vous vous battre sur notre terre? Chingas Lenape. La plupart des nations indiennes se rangent du côté français. Nous avions de très fortes affinités avec les Français, car ils n'avaient aucune visée sur nos terres. Ils ne venaient pas nous coloniser. S'ils voulaient vivre avec nous, ils épousaient des Indiennes et étaient les bienvenus. Par contre, les Anglais sont connus pour être des colonisateurs. Le soleil ne doit jamais se coucher sur l'Empire britannique. Et ils veulent des colonies partout. Pour eux, le Nouveau Monde ne faisait pas exception à la règle. Ils étaient venus pour ça. En 1760, après 6 ans de guerre, les Français choquent leurs alliés indiens de la vallée de l'Ohio et des Grands Lacs en quittant brusquement la région. Pendant qu'ils poursuivent le combat ailleurs, l'armée anglaise occupe leurs forts abandonnés. Vous, les Anglais, avez vaincu les Français, mais vous ne nous avez pas encore vaincus. Nous ne sommes pas vos esclaves. Ces lacs, ces bois et ces montagnes nous ont été légués par nos ancêtres. C'est notre héritage et nous ne l'abandonnerons à personne. Un Ottawa, qui s'est battu avec les Français et a assisté à leur départ, refuse d'abandonner le combat. Il s'appelle Pontiac. La nuit où il est né, il neigeait, il pleuvait, il y avait du vent, des éclairs, le tonnerre et des étoiles filantes. Devant tous ces phénomènes, la même nuit, les anciens ont dit que quelqu'un d'important était né. Alors que beaucoup de chefs voient dans les Anglais une menace pour leur seule nation, Pontiac voit en eux une menace pour tous les Indiens. Les nations doivent oublier le passé et s'unir. Une vision des choses qui marquera des générations de leaders indiens. Il a organisé ses pensées, puis sa propre tribu, et ensuite les autres.
Il les a réunis grâce à un immense talent d'orateur et de diplomate. Il nous a réunis avec certains de ses pires ennemis, de nos pires ennemis. On s'était battu contre les Hurons, les Shawnee et beaucoup d'autres. Il est allé les voir et les a convaincus de faire partie de ce qu'on a appelé la coalition de Pontiac. Mes frères, nous devons absolument éliminer de notre territoire cette nation qui ne veut que nous anéantir. Quand je dis aux chefs anglais que certains des nôtres sont morts, au lieu de pleurer, ils se moquent de moi et de vous. Quand je lui demande quelque chose pour nos malades, il me le refuse. Il me dit qu'il n'a pas besoin de nous. Il n'y a plus de temps à perdre. Et lorsque les Anglais seront vaincus, nous couperons les cols pour les empêcher de revenir dans notre pays. Pontiac, Ottawa. Des guerriers Anishinaabe, Miami, Seneca, Lenape, Shawnee et d'autres encore répondent à cet appel. La rébellion éclate en mai 1763 avec le siège de Fort Detroit. En 2 mois, 9 des 11 forts anglais de la région tombent. Les Anglais ne tiennent plus que Fort Detroit et Fort Pitt, tous deux assiégés par les alliés de Pontiac. Il s'est emparé des forts anglais un par un, et les colons se sont retrouvés totalement isolés. Dans son esprit, une fois Fort Detroit tombé, on pousserait les Anglais comme un vulgaire troupeau d'oies et on les rejetterait dans l'Atlantique. Pontiac est sur le point de l'emporter. La France, contrôlant toujours la Louisiane et le Mississippi, des Français de la région l'assurent que leur armée reviendra rapidement pour l'aider à chasser les Anglais une fois pour toutes. Mais il ne sait pas que la France a déjà signé sa capitulation à Paris, ce qui a mis fin aux hostilités entre elle et l'Angleterre en Amérique du Nord. Pontiac a vent de cet accord en juin, mais il refuse de croire que la France ne réagisse pas à ses victoires. N'ayant plus à combattre les Français, l'armée anglaise lance des offensives massives contre les Indiens. Mais les alliés de Pontiac tiennent bon. Impatient d'en finir, le commandant en chef anglais, Geoffrey Amherst, met la tête de Pontiac à prix et ordonne ni plus ni moins qu'une guerre bactériologique. Ne pourrait-on pas inoculer la variole à ces tribus rebelles? Nous devons utiliser tous les stratagèmes possibles pour les soumettre. Essayez donc de contaminer les Indiens avec des couvertures, afin d'anéantir cette race abominable. Shawnee, Lenape et Ottawa sont ainsi contaminés par des couvertures venues de Fort Pitt. Une terrible maladie s'abattit sur nous. Une par une, les tentes se vidaient. Il ne restait que des cadavres, étendus çà et là. Des familles entières furent décimées par cet horrible fléau. Pontiac et ses alliés ont confirmation de la capitulation française en octobre. Cette nouvelle brise l'élan de la rébellion. Ils savent maintenant que personne ne viendra. Pontiac lève le siège de Detroit et rejoint avec son peuple ses campements d'hiver. Au printemps suivant, il tente de rallier ses troupes pour une nouvelle offensive, mais sans succès. Beaucoup de nations ont été séduites par la promesse des Anglais de ne jamais autoriser de colonies sur leurs terres. Elles ont hâte aussi de normaliser les relations et de reprendre le commerce avec les Européens.
Un an plus tard, Pontiac est quasiment seul. Son heure a passé. Les forts anglais resteront. En 1769, 6 ans seulement après l'incroyable succès de sa campagne contre les Anglais, il meurt, assassiné dans l'antique cité de Cahokia. Mais son action n'a pas été vaine. Sa conception de l'unité des nations indiennes va faire école pour les générations futures et dans toute la région. L'idée n'est pas morte. Cette idée que Pontiac a inculquée aux autres chefs, aux autres tribus, s'est affirmée. La vie de Pontiac est un message pour les générations à venir. Mais avant que les nations des Grands Lacs et de l'Ohio ne se soulèvent à nouveau, le pays va connaître une autre guerre, cette fois entre les colons américains et leur roi. Les Iroquois rient quand on leur parle de soumission à un roi, car la soumission est incompatible avec la dignité humaine. Chaque homme est son propre souverain et tient sa liberté du seul Créateur. On ne peut l'obliger à reconnaître une autre autorité. John Long, Pelletier. Pour les Européens, nous n'étions pas vraiment un peuple structuré avant leur arrivée. Mais si vous vous penchez un peu sur notre histoire, vous verrez que nous possédions déjà nos structures, nos propres gouvernements, notre mode de vie et nos coutumes. La première démocratie d'Amérique fut instaurée par 5 nations indiennes dans l'actuel État de New York. Les Onondaga, les Oneida, les Mohawks, les Seneca et les Cayuga. On les connaît mieux tous ensemble sous le nom d'Iroquois, mais leur union s'appelait l'Haudenosaunee. Cette Ligue des 5 nations avait vu le jour en des temps très violents, bien avant la guerre franco-anglaise. À l'époque, ces 5 nations étaient prises dans un cycle infernal de guerre et de revanche qui menaçait de les engloutir. Au milieu de ce chaos avait surgi un prophète Huron. Au lieu d'arcs et de flèches, il prônait un enseignement. Et on l'avait appelé le pacificateur. Il avait proposé un ensemble de lois permettant aux nations de vivre dans la paix et l'unité. Un code de conduite morale, baptisé la Grande Loi de la Paix. L'intérêt personnel ne doit guider aucun de vos actes. Regardez et écoutez le bien-être du peuple tout entier et considérez toujours non seulement le présent, mais aussi les générations à venir, la nation future. Quand le grand pacificateur a conçu la Ligue des 5 nations et ses lois, il a réuni 5 ennemis et leur a donné un même cœur, un même corps et une même âme. Pour symboliser cela, il a pris 5 flèches qu'il a solidement liées entre elles. Il a dit, si on en retire une, on peut facilement la briser. Et il en cassa une devant eux pour leur montrer. Puis il a continué, mais si vous restez tous unis, vous ne serez jamais brisés. La toute première wampum avait été créée pour symboliser la grande loi de la paix. Le motif représente le rêve devenu réalité. 5 nations indépendantes, mais ne faisant plus qu'une. La Grande Loi est à la fois un code moral et un plan concret d'union démocratique en fonction de la structure de chaque nation.
chaque nation était depuis longtemps organisée en clans, qui constituaient des familles élargies. Les clans vivaient dans des maisons longues qui étaient la propriété des femmes. Mesurant jusqu'à 70 mètres de long, elles pouvaient abriter une dizaine de familles, avec des zones réservées et des feux communs. On y était en sécurité et à l'abri des rigueurs de l'hiver. L'appartenance au clan se transmettait par la mère. À sa majorité, l'enfant se mariait dans un autre clan. Ainsi, la nation tout entière tissait-elle une immense famille. À partir de cette structure, l'Haudenosaunee avait bâti une démocratie représentative. Les femmes de chaque clan nommaient un chef. Et c'était donc par la confiance et non par la conquête qu'on gagnait ce titre. Les chefs de clan de chacune des 5 nations, réunis à Onondaga, capitale de l'Haudenosaunee, formaient le Grand Conseil. Dans la conception de celui-ci, les 5 nations vivaient dans une gigantesque maison de 500 km de long. Le couloir en était la piste de l'Haudenosaunee, principale voie de communication entre les différents membres. La porte de l'Est était gardée par les Mohawks. Les Seneca protégeaient la porte de l'Ouest. Et les Onondaga au centre étaient les gardiens du feu. Cette ligue démocratique conçue par le pacificateur était censée préserver la paix pour des siècles. Quand les Européens arrivèrent chez les Iroquois au début du XVIIe siècle, le système que le pacificateur nous avait donné existait déjà. On a donc pu traiter avec les Européens sur une base politique. En 1754, Benjamin Franklin assiste à une conférence avec l'Haudenosaunee à Albany. Il en repart séduit par ce modèle réussi d'États indépendants unis par un même droit. Peu après, il propose une union semblable pour les colonies anglaises d'Amérique. 22 ans plus tard, ces États-Unis déclareront leur indépendance. Cette même année 1776 éclate la Révolution américaine. Avec ses 10 000 âmes et sa position stratégique entre les colonies et les Anglais au Canada, la Ligue représente un élément clé pour la victoire. Diplomates anglais et américains font le siège des représentants du Grand Conseil pour tenter de rallier les nations indiennes à leur camp. Mais celui-ci, en vertu des principes de paix inscrits dans ses lois, se déclare neutre. Cependant, tout en refusant de prendre parti, le Grand Conseil fait un geste diplomatique et envoie une délégation à Philadelphie. Là, l'Haudenosaunee, la plus vieille démocratie d'Amérique du Nord, reconnaît le tout nouveau gouvernement américain. La délégation est logée dans l'Independence Hall, au-dessus de la chambre du Congrès continental, où les représentants rédigent la déclaration d'indépendance. Ce même été déterminant de 1776, un jeune Mohawk, Joseph Brant, revient d'Angleterre. Protégé de l'agent britannique aux affaires indiennes, Sir William Johnson, la famille des Brant a des liens très anciens avec l'Angleterre. Sillonnant les nations de la Ligue, Brant plaide avec fougue pour une alliance avec les Anglais, seul espoir de ne pas être submergé par les Américains. Il se mit à aller chez les Mohawks, les Oneidas, les Onondagas, les Cayugas et les Senecas pour essayer de convaincre les jeunes de s'engager du côté des Anglais. Brant menace l'existence même de la Ligue. Défiant ouvertement le Grand Conseil, il convoque une réunion à l'été 1777 pour défendre la cause de l'Angleterre. Black Snake, un jeune de la nation Seneca, l'écoute attentivement.
Brandt s'avança et dit que si nous ne faisions rien pour les Anglais, il n'y aurait pas de paix pour nous, que la tunique rouge ou l'Américain nous couperait la gorge, que nous devions rallier notre père. C'était là notre devoir. L'oncle de Blacksnake, un chef Sénéca respecté du nom de Cornplanter, se lève pour contester les propos de Brandt. Il est vétéran de la guerre franco-anglaise et à l'époque, il a pris part aux décisions essentielles du Grand Conseil. Il ne veut pas participer à une guerre qui n'est pas la sienne. Écoutez tous attentivement ce que j'ai à dire. La guerre est la guerre. La mort est la mort. Se battre est une chose difficile. L'Amérique dit de ne soutenir aucune des deux parties. Je propose donc d'attendre un peu et de se consulter plus avant avec les deux parties. Que l'Anglais nous dise tout ce qu'il a à dire. Nous verrons ainsi plus clair où nous allons et nous ne serons pas dupés. Cornplanter, Sénéca. Médusé, Blacksnake et les autres voient Brandt se dresser et ordonner à Cornplanter de se taire, en le traitant de couard. La controverse fut vive entre les hommes, certains étant pour Brandt et d'autres pour Cornplanter. Ils commencèrent à dire que nous devions combattre pour quelqu'un, car ils ne supportaient pas qu'on les traite de couard. Le lendemain, le groupe, composé surtout de Mohawks et de Sénéca, rompt avec le Grand Conseil et accepte de se battre aux côtés des Anglais. Cornplanter se plie à la volonté de la majorité et rassemble ses hommes. Que tous les braves se montrent à présent. Les temps à venir seront très dangereux. Je vous dis donc à tous, soyez de bons soldats face à votre frère blanc. Car dès qu'il découvrira que vous êtes contre lui, il sera sans merci. Mais tous les sécessionnistes ne se rallient pas aux Anglais. Les Oneida, très influencés par des missionnaires américains, s'orientent vers une alliance avec les Américains. L'horreur de la guerre civile plane sur la Ligue. Au beau milieu de la Révolution américaine, la guerre civile iroquoise éclate. Le 6 août 1777, près d'Oriskany Creek, les Oneida et leurs alliés américains se heurtent aux Anglais et à leurs alliés Mohawks et Sénéca. Au crépuscule, des centaines de cadavres jonchent le champ de bataille. Pendant que la guerre fait rage dans tout l'Est, les Mohawks et les Sénéca, alliés des Anglais, ravagent les colonies de la frontière, privant les Américains de ressources économiques et militaires nécessaires à leur effort de guerre. En représailles, George Washington envoie une armée contre la capitale de la Ligue, chez les Onondaga, une nation qui justement s'accroche encore désespérément à sa neutralité. Devant leur capitale mise à sac, les Onondaga, furieux, se jettent à leur tour dans la guerre aux côtés des Anglais. Vous appelez George Washington le père de votre pays. Nous l'appelons Anadogayes, le destructeur de villes. En août 1779, Washington envoie le général John Sullivan en pays iroquois à la tête de 5000 hommes. S'aventurant dans un territoire où peu de Blancs sont encore allés, il trace un sillon de sang sur son passage, forçant les habitants à fuir leurs maisons. Ces hommes ne peuvent s'empêcher d'être émerveillés par la prospérité de ces villes désertées qu'ils anéantissent. Nous avons atteint une ville où il y avait 128 maisons, la plupart spacieuses et élégantes.
Les Indiens vivent bien mieux que la plupart des fermiers de Mohawk River. Leurs maisons sont bien meublées avec tous les ustensiles nécessaires. Du grain à profusion, des chevaux, des vaches, des chariots. Cet endroit doit être peuplé depuis longtemps. Il y a un grand nombre de pommiers et de pêchers que nous coupons et détruisons. Des mercenaires iroquois qui ont guidé l'armée de Sullivan dans ce territoire sont capturés par des Sénécas. Un homme reconnaît son propre frère parmi les prisonniers. Mon frère, tu mérites la mort. Quand ces rebelles nous ont chassés des champs de nos pères, c'est toi qui as osé te proposer comme guide pour les conduire jusqu'aux portes de nos maisons, pour massacrer nos enfants et nous tuer. Il ne peut y avoir plus grand crime. Mais bien que tu mérites la mort et que tu mourras ici même, mes mains ne seront pas souillées du sang de mon frère. Qui frappera? Un chef Sénéca tue le prisonnier sur le champ. Mais même les puissants Sénécas ne peuvent résister à la masse de l'armée de Sullivan. Jeunes et vieux rassemblent à la hâte tout ce qu'ils peuvent emporter et fuient. Ils ont brûlé une partie de notre maïs et jeté le reste dans la rivière. Ils ont incendié nos maisons, tué tout le bétail et les chevaux qu'ils trouvaient, abattu nos arbres fruitiers et n'ont laissé que la terre nue. Qu'avons-nous ressenti en voyant qu'il ne restait plus une seule bouchée de nourriture? Pas même de quoi empêcher un seul jour un enfant de mourir de faim. Dit que Wamis, Sénéca. Pour venger la destruction des villages Onondaga, Mohawk, Sénéca et Cayuga, Brant attaque les Oneida et les Tuscarora, alliés des Américains. Finalement, les 5 nations se retrouvent toutes dévastées. De toutes les villes de la Ligue, 2 seulement restent intactes. Et c'est déjà l'automne. Impossible de remplacer les récoltes perdues. La tragédie va encore s'amplifier avec l'arrivée de l'hiver. Le plus rude jamais vu. Il tombe 1,50 m de neige. Beaucoup d'Iroquois meurent de faim, de froid et de maladie. Moins de 4 ans plus tard, en 1783, le gouvernement anglais capitule et signe le traité de Paris. Sans se soucier de la souveraineté des Indiens, y compris de leurs alliés, les Britanniques abandonnent à la nouvelle nation américaine le contrôle du continent jusqu'au Mississippi. Dans les traités d'après-guerre, le gouvernement des États-Unis s'empare de vastes territoires iroquois, même ceux appartenant à leurs alliés Oneida, dont les femmes avaient apporté le maïs salvateur et des couvertures aux troupes affamées de George Washington à Valley Forge. Mais les 5 nations de la Ligue vont panser leurs blessures de la guerre civile et continuer à résister. En 1790, elles obligent les États-Unis à des concessions dans le cadre du traité de Canandaigua qui leur permet de préserver un noyau de leur patrie. La Ligue va survivre et relever les ruines, unie par la grande loi de la paix et le Grand Conseil. Une union qui reste aujourd'hui encore bien vivante. Si la Ligue a été anéantie pendant la Révolution, comment se fait-il que je sois là? Nous n'avons pas été détruits. Le feu de notre conseil a continué de brûler toutes ces années. L'histoire et la culture de la Ligue et notre structure politique et spirituelle sont intactes. Nous vivons ici et nous voyageons dans le monde entier avec le passeport de notre nation. Nous n'avons pas été détruits par la Révolution. Après la Révolution, les colons affluèrent vers l'ouest. Un Shawnee, qui reprit le flambeau de Pontiac, allait devenir l'un des plus grands leaders indiens de tous les temps, en unissant les nations de la vallée de l'Ohio. Il s'appelait Tecumseh.
Ne ratez pas notre 6e épisode de 500 Nations, la déchirure.